Allez, c'est parti pour une petite leçon de grammaire. Mais non, je plaisante. Alors là, normalement, 90% des gens qui avaient cliqué sur la vidéo sont déjà partis. Bon, alors pourquoi je parle de grammaire? Parce que c'est vrai que nous, photographes, au travers de nos photographies, ce que l'on cherche à exprimer, c'est un message, c'est une histoire. Et à notre disposition, nous avons, j'allais dire, ce que j'appelle moi une grammaire de la photographie qui, lorsqu'on la connaît, lorsqu'on apprend à l'explorer, à la maîtriser, eh bien, nous aide à faire passer notre message. Donc c'est pour ça que c'est toujours important un petit peu de faire des petites piqûres de rappel, de revenir sur ces éléments-là. Alors, le premier élément de la grammaire dont on dispose, c'est tout simplement le format que l'on va utiliser, le format dans lequel va s'inscrire notre photographie. Alors, on a trois principaux formats à notre disposition, le cercle, le carré, le rectangle. Alors le cercle, en fait, tout simplement parce que les photos qui s'inscrivent dans un cercle sont induites par l'usage d'un objectif fisheye. Donc un objectif fisheye, ça procure ce rendu optique extrêmement déformé, qui est un petit peu typique, qui était très en vogue dans les années 60-70. Et bien sûr, comme ça a été surutilisé, eh bien, il y a une forme d'usure de ce rendu particulier. Et bien sûr, pendant tous les années 90-2000, eh bien, c'était totalement inutilisé. Mais bien sûr, comme tout ce qui est lié à la mode, c'est cyclique, et donc il est fort probable que dans les années, les décennies à venir, ça va retrouver un regain d'intérêt. Alors, ce qu'il faut noter dans le rapport rectangulaire, c'est qu'il y a deux déclinaisons, le format paysage, donc orienté comme ceci, et le format portrait. Alors, la particularité de ce format, c'est bien sûr le rapport hauteur-largeur. Orienté en mode portrait, bien sûr, il y a un certain dynamisme, donc qui correspond justement à une photo de portrait, par exemple, où on cherche à traduire la vie, bien sûr, la vie de la personne que l'on photographie. Et bien sûr, dans le rapport inverse, le rapport donc orienté paysage, bien sûr, la tension est inversée. Donc là, c'est l'inverse. On cherche à induire un rapport au temps qui est totalement différent. On cherche à faire en sorte que la personne qui regarde cette photo passe évidemment beaucoup plus de temps sur l'examen de la photo, qu'elle prenne le temps de fouiller quelque part, d'explorer les différents éléments qui constituent le paysage. Donc voilà pourquoi. Voilà. Alors, évidemment, le format carré, que je te réserve pour la fin, c'est tout simplement parce que le format carré, lui, de par le rapport de ses côtés, a une absence de tension. C'est-à-dire que c'est un format qui est neutre, en fait, qui exprime ni un certain dynamisme, ni une certaine plénitude, en fait. C'est un format qui est neutre. Le deuxième élément de grammaire dont on dispose, c'est la valeur ISO. Alors pourquoi je te parle de ce facteur de prise de vue en second? Tout simplement parce que je trouve que la notion des ISO est largement sous-exploitée aujourd'hui. Aujourd'hui, on va te parler de la valeur ISO simplement pour te dire que finalement, de jouer avec le rapport ISO te permet d'amplifier, si tu veux, le signal de ton capteur. C'est-à-dire en gros, de pouvoir réaliser de la photo dans des contextes de prise de vue particuliers. Par exemple, quand il fait sombre, continuer à faire de la prise de vue malgré tout. Mais pour moi, la valeur ISO te sert aussi à exprimer quelque chose. Tu vois, dans notre inconscient collectif, dans notre bibliothèque, dans notre photothèque commune, on associe souvent le grain de la photo argentique à de la photo reportage, à de la photo qui exprimait une certaine vitalité, tu vois, un certain mouvement, voilà. Alors, aujourd'hui, avec la valeur ISO, même si le bruit numérique est un peu différent du grain argentique, même si aujourd'hui on a des filtres quelque part qui nous permettent de reproduire un petit peu le rendu du grain du film argentique, mais la valeur ISO aussi peut justement nous servir à exprimer ce sentiment-là de vitalité. Tu vois, typiquement, de la photo de rue où tu as du mouvement, où il y a de la vitalité, où il y a un sentiment comme ça, une émotion comme ça un petit peu, j'allais dire, soit une tension d'ailleurs, ou au contraire une très forte joie, tu vois, une amplitude émotionnelle, voilà, le grain
de la valeur ISO, que va te procurer la valeur ISO, eh bien, va t'aider à faire passer ce message. Tu vois. C'est pour ça qu'il faut aussi voir la valeur ISO comme représentant un certain intérêt pictural. Et donc, il faut savoir l'explorer. Donc, c'est ce que je t'invite à faire, et bien justement, à utiliser les différents éléments de grammaire que je vais te présenter dans cette vidéo, et bien, à les explorer dans les extrêmes. Hein. Voilà. Donc, en l'occurrence, pour la valeur ISO, cherche à utiliser soit, par exemple, la valeur 100 ISO, 100, 200 ISO, qui d'ailleurs, spontanément, nous rappelle un peu le rendu de la peinture à l'huile, c'est-à-dire des dégradés de couleurs extrêmement fins, tu vois. Donc, au contraire, contribue à exprimer un certain sentiment de calme. Donc là, évidemment, on l'associe, tu vois, à des natures mortes, par exemple, hein, pas que, mais notamment, tu vois, ou à des photos de gens qui prennent la pose, donc assis, par exemple, ou allongés, tu vois, voilà. Alors, le troisième élément, le troisième facteur, le troisième élément de grammaire dont on dispose, eh bien, c'est le temps de pause, c'est-à-dire gérer le rapport au temps. Alors, nous, en photographie, on peut se permettre de faire des photos avec des temps de pause assez longs, plusieurs secondes, voire plusieurs minutes, pourquoi pas. Tout comme on peut mettre en œuvre des rapports au temps extrêmement brefs, que nous-mêmes, visuellement, on ne pourrait même pas saisir. Tu vois, quand tu veux figer quelqu'un, je sais pas, qui saute du plongeoir, du 5 mètres, voilà, tu veux figer l'action du plongeur en pleine course, ça c'est quelque chose que nous, on ne peut pas faire visuellement, tu vois. Et à l'inverse, lorsque tu utilises un temps de pause de plusieurs secondes, je ne sais pas, admettons tu photographies une cascade, là au contraire tu veux exprimer un rapport au temps qui est totalement différent, hein, encore une fois, une certaine plénitude, tu vois. Et puis tu as aussi un troisième élément, le temps de pause peut aussi te permettre de traduire une certaine vélocité. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, lorsque tu photographies par exemple une voiture, une moto, donc un véhicule en déplacement par exemple, eh bien, il ne faut pas que tu utilises un temps de pause extrêmement bref, parce que sinon tu vas figer l'action à un tel point où tu vas avoir les roues de ton véhicule qui vont être immobiles. Et ça va être en idéquation avec le fait de traduire, de photographier un véhicule en plein mouvement. Donc au contraire, tu vas chercher, au travers la mise en œuvre de certaines techniques de prise de vue, alors je pense au filet, je pense associé à l'utilisation d'un flash, à la technique du premier ou du second rideau, eh bien tu vas chercher à traduire la vélocité de ce que tu photographies. Donc encore une fois, voiture, moto, camion, hélicoptère, puis aussi un hélicoptère, si tu vas au-delà du 110e, tu vas figer les pales de l'hélicoptère. Donc, là, au contraire, si tu utilises un temps de pause assez élevé, eh bien, sur la photo, on va plutôt avoir le sentiment que l'hélicoptère est en train de chuter, de tomber. Alors, évidemment, ce n'est pas le cas. Donc là, il faut être en deçà du 110e, par exemple. D'ailleurs, pareil pour les roues d'une moto ou d'un véhicule. Mais, par exemple, si tu veux induire un certain flou de bouger, donc qui traduit le déplacement du véhicule ou alors de la personne, si tu photographies un coureur, là, encore une fois, tu vas chercher à exprimer une certaine vélocité d'un objet ou d'une personne en mouvement. Hein. Et encore une fois, après, ton moyen de prise de vue, ça va être d'utiliser la technique du filet ou la technique du premier ou second rideau, hein, associé au flash. Et enfin, donc, le dernier élément de grammaire dont on dispose, eh bien, c'est la profondeur de champ, hein, l'ouverture de diaphragme. Alors, cette profondeur de champ nous permet de donner du contexte à notre photo, hein, puisque ça nous permet de rendre net, par exemple, ce qui se passe au premier plan comme ce qui se situe en arrière-plan. Donc, c'est-à-dire que ça te permet de rendre parfaitement identifiables les différents détails, les différents éléments qui constituent chacun de ces plans. Donc, ça te permet de donner du contexte à l'environnement. Par exemple, si tu photographies mettons un garagiste ou un mécano en pleine action, eh bien, si tu veux donner du contexte à la prise de vue, et en général dans ce type de photo c'est le cas, eh bien, tu vas utiliser une grande profondeur de champ pour qu'on identifie, je ne sais pas, les différents outils, le véhicule sur lequel il est en train d'intervenir, les éléments en arrière-plan, l'établi, machin, avec les outils et compagnie. Voilà.
Donc là, on cherche à donner du contexte, par exemple, qui contribue également à nous renseigner sur la personne qui est photographiée, par exemple. Et à l'inverse, par exemple, si tu photographies une personne, photo de rue par exemple, eh bien tu veux pas nécessairement, mais peut-être que tu le souhaites, malgré tout, tu veux pas nécessairement que la rue soit parfaitement identifiable, qu'on puisse pas nécessairement la reconnaître. Tu veux que ce soit comme une toile de fond. Alors une toile de fond plus ou moins nette, hein, malgré tout. Mais ou au contraire, tu veux que ça fasse photo d'extérieur et l'arrière-plan pour toi est totalement secondaire. Donc là, tu veux resserrer au contraire l'épaisseur de zone de netteté au minimum, c'est-à-dire tu veux à la rigueur que simplement le visage de la personne que tu photographies soit net et qu'en arrière-plan tout soit flou. Hein. Là aussi, ça correspond à une certaine intention photographique. Voilà. Ou encore une fois, comme tu dis, bah, tu veux un rapport un petit peu médium, tu veux que un petit peu médian, pardon, bah, tu veux qu'on identifie le fait que bah, la personne a été photographiée dans une rue, mais encore une fois, tu veux simplement que les gens comprennent que ça a été réalisé dans une rue, mais sans pour autant rendre la rue parfaitement reconnaissable, par exemple. Tu vois. Donc tu vois, il y a une gradation. Alors, je te parlais de ces différents éléments parce que, évidemment, ces différents éléments interagissent entre eux. Hein. Tu vas à la fois combiner, par exemple, dans le cas du garagiste, du mécano, bah, tu vas plutôt utiliser le format paysage parce que tu veux que les gens s'attardent sur la photo, tu veux vraiment qu'ils explorent la photo, tu vois. Et en plus, bien sûr, tu vas chercher à donner une grande profondeur de champ, c'est-à-dire qu'il y a un maximum de plans qui soient nets, un maximum de détails qui soient identifiables. Dans le cadre de la photo de rue, tu vois, c'est pareil. Tu peux faire une photo en portrait d'une personne. Suivant qu'elle est en action ou non, eh bien, tu vas utiliser un temps de pause qui est particulier. Par exemple, si c'est une personne, un coureur par exemple, un sportif, soit que tu vas vouloir figer l'action ou non, soit que tu vas vouloir exprimer une certaine vitalité, une certaine émotion, tu vois. Donc là, tu vas peut-être utiliser une valeur ISO particulière, tu vois, qui va renforcer ton message. Voilà, c'est ça. En fait, quand tu apprends la grammaire de la photographie, bah, le but, c'est de t'approprier ces éléments de grammaire pour te faciliter la tâche, mais même, voire même, t'aider à amplifier ton message, tu vois. Alors, comme je te disais tout à l'heure, je t'invite vraiment à explorer les extrêmes de ces différents éléments de grammaire dont tu disposes, et bien pour vraiment, encore une fois, te rendre compte du potentiel que procure la photographie, hein, de tout ce qu'elle permet. Ça, c'est extrêmement formateur, je trouve, de jouer avec les valeurs extrêmes, et comme ça, bah, tu vas te rendre compte de l'immense champ des possibilités. Bah, écoute, si toi, tu as des observations à faire, si tu as des idées, des retours d'expérience à communiquer pour aider les autres à avancer, bah, n'hésite pas à le faire. Et en attendant une prochaine vidéo, bah, comme d'habitude, toi tu continues à avancer à ton rythme, c'est-à-dire tu continues à explorer, tu continues à tester, tu continues donc à échouer, tu continues à analyser tes erreurs, c'est comme ça qu'on progresse. Allez, salut, à bientôt.